Bonjour. Bonjour à tous. On va bientôt démarrer notre webinaire. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous bien connectés. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de démarrer à l'heure parce que on a beaucoup de choses à voir avec vous ce matin. Donc, je vais laisser, du moins ce midi, je vais laisser le micro donc, à Paulina pour qu'elle puisse se présenter. Et ensuite, je reprends la main pour me présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire donc, consacré à la qualité de vie au travail et le management. Pour ma part, donc, je m'appelle Paulina Pelagina, je suis responsable du pôle qualité de vie conditions de travail chez Preventec Consulting et psychologue du travail. Et donc, je passe la parole à Marjorie. Donc, bonjour à tous, moi c'est Marjorie Dumont-Crisolago, donc je suis la fondatrice et la CEO donc, de Preventec Consulting depuis plus de 22 ans maintenant. Donc on va animer avec Paulina donc, ce webinaire sur comprendre les données donc, qui éclairent le management et la QVCT en s'appuyant sur une étude qu'on a donc co-organisée avec OpinionWay et puis sur notre expérience depuis plus de 22 ans. Ce webinaire donc s'inscrit pour la MGEN donc dans un cadre global donc pour le lancement de la semaine de la QVCT. Donc on lance le bal donc ce matin avec effectivement ce webinaire. Ensuite, vous aurez un webinaire donc le 16 de 12h à 13h avec Vivoptime sur la charge mentale et un avec donc avec l'ANACT sur le management des collectifs en situation de parentalité, donc aidance et handicap. Et ensuite, vous avez à travers donc la MGEN, donc la direction de la prévention, donc un certain nombre de ressources qui sont à disposition donc, pendant plusieurs semaines, ce qui va vous permettre au fil du temps de pouvoir effectivement visionner des vidéos, des fiches produits, etc. pour pouvoir compléter donc les informations, revoir le webinaire d'aujourd'hui ou le partager avec des collègues si vous le souhaitez et on pourra répondre à vos questions bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va voir donc là pendant 45 minutes? Très rapidement vous expliquer qui est Preventec Consulting, que vous compreniez, les résultats de l'étude donc, de Preventec Consulting et OpinionWay, les limites de la démarche QVCT observée sur le terrain, donc qui sera animée donc, par Paulina. Mettre en place une vraie démarche QVCT en 6 étapes, on va, comme ça fait 22 ans qu'on est sur la toile, on va pouvoir vous éclairer sur ce qui marche et ce qui ne marche pas et de vous accompagner sur le sujet. Et un zoom sur les managers, sur les actions qui sont effectivement à mettre en lumière par rapport toujours par rapport à notre expérience. Donc, qui on est? Très rapidement, donc, on a un cabinet de conseil et un organisme de formation donc, spécialisé dans l'amélioration des conditions de travail. On est partenaire donc, de la direction de la prévention de MGEN sur ces sujets-là. Donc, on est organisé autour de 3 pôles qui sont la sécurité au travail, la QVCT, donc animée par Paulina, donc sur tout ce qui est RPS, management responsable et bien-être, et puis l'ergonomie. Ces 3 pôles sont dirigés donc, par 3 responsables de pôle qui sont elles-mêmes expertes donc, dans leur sujet. Sur leur sujet, on travaille sur toute la France depuis 22 ans, et donc dans le privé et dans le public. Et donc, vous verrez, on intervient sur toute la chaîne de fabrication, que ça soit donc la partie conseil, audit et diagnostic, des accompagnements à 360, des solutions digitales, et puis un catalogue de formation, de 102 formations. Et donc, un hub santé-sécurité au travail avec 14 diagnostics et autodiag, et puis une plateforme d'assistance qui s'appelle QVC Tech et MyQVC Tech, qui est le premier chatbot à destination des DRH pour répondre à toutes les questions des DRH. Donc, il a été lancé le 1er février 2026. Voilà très rapidement, mais vous pouvez sur notre site preventec.net si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc, les résultats de l'étude donc, de Preventec et OpinionWay. Alors, nous, ce qui nous intéressait à travers cette étude, on a effectivement une expérience de plus de 22 ans sur le terrain auprès des DRH, donc de tout type d'organisations publiques, privées, petites, moyennes ou grosses structures.
mais on a notre opinion sur la QVCT, mais Opinionway étant effectivement un organisme de sondage extrêmement connu sur la toile, on a voulu élargir donc le panel, avoir des résultats donc de façon totalement anonyme, ce qui nous permet d'éclairer aussi nos convictions et puis pouvoir aussi redéfinir notre stratégie aussi en interne. Donc cette étude a été faite auprès de 311 décideurs qui sont en règle générale des responsables des ressources humaines. Et puis ce qui nous intéressait aussi, c'était d'avoir un éclairage côté salarié. Donc, il y a 1002 salariés qui ont répondu. Et vous verrez dans l'étude, c'est assez intéressant parce qu'on a à chaque fois l'éclairage du DRH et l'éclairage des salariés. Alors, parfois, on est très proche en termes de résultats et parfois, il y a des écarts quand même assez significatifs. Donc, voilà pour l'échantillon. Les interviews ont été faites donc, du 12 au 29 janvier 2026 et pour les collaborateurs du 12 au 25 janvier donc, 2026. Donc, voilà pour les grands éléments concernant l'étude. Et globalement, on était quand même on était très proche des résultats par rapport à nos convictions et par rapport aux différents outils qu'on peut mettre en place avec Paulina et toute notre équipe. Donc, on a retenu quelques slides parce que l'étude est assez conséquente et vous pourrez la demander si vous le souhaitez, mais elle est assez conséquente. Donc, du coup, on a retenu quelques slides avec Paulina qui nous paraissaient les plus intéressantes à vous partager aujourd'hui. Déjà, quelles évolutions majeures en termes d'enjeux, donc de la qualité de vie, des conditions de travail, donc ce qu'on appelle tous QVCT maintenant, hein, avez-vous observé donc, ces dernières années dans votre propre contexte de travail? Donc là, on voit que globalement, c'est l'augmentation des attentes individuelles. En fait, il y a de plus en plus de communication sur tous ces sujets-là. Il n'y en avait pas du tout avant. Et donc, du coup, effectivement, il y a de plus en plus d'attentes et puis de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place puisqu'il y a une meilleure connaissance aussi des dispositifs qui existent sur le marché. L'évolution du contexte général, donc on parle beaucoup de santé mentale, d'absentéisme, de turnover, tous ces sujets dont parle l'ANACT, l'INRS ou effectivement tous les cabinets à travers des webinaires, des ateliers, les salons, etc. Donc, il y a énormément de communication sur le sujet. Donc là, on est effectivement à 44%. L'évolution des modalités de travail, donc 42%. Le renforcement de la prévention des risques psychosociaux et de la santé au travail. Donc, c'est quand même des sujets qui sont de plus en plus traités dans les organisations. Donc là, on est sur du 34%. Le besoin de monter en compétence des managers sur la QVCT, et on le verra un petit peu plus, on fera un zoom sur les managers tout à l'heure, et l'accompagnement des équipes, donc 23%. L'intégration accrue de la QVCT dans la politique RH et la stratégie de l'entreprise, 21% seulement, malheureusement. L'apparition des nouveaux dispositifs et des outils de soutien de la QVCT, 19%. Et la part croissante donc, de la QVCT dans le dialogue social, l'agenda IPRP, CSE, on voit que de plus en plus dans les CCSCT, CSE, etc., ces sujets donc, de la QVCT sont effectivement des sujets qui sont au cœur des préoccupations et puis qui peuvent être aussi des leviers avec des ressources qui sont mises en place en interne dans les organisations. Ce qui nous intéressait aussi, c'est quelles sont les principales actions que votre entreprise ou votre organisation a mis en place sur la QVCT. Donc ça, c'est intéressant parce que sur la toile, on peut voir une multitude, on en parlait avec Paulina il y a quelques instants de tous les prestataires qui ont mis en place, prestataires ou l'INRS, l'ANACT, etc., qui ont mis en place effectivement énormément d'offres dans tous les sens, sur site, à distance, etc. Et donc de voir un petit peu quels sont ce que vous retenez et ce que vous retenez de cette offre, c'est assez intéressant. Donc à gauche, en mauve, on a donc la réponse des décideurs, des ressources humaines, et puis à droite, donc des collaborateurs. Donc, quelles sont les principales actions dans l'organisation? C'est la favorisation de l'équilibre de vie personnelle et professionnelle, donc à 40% pour les DRH et 29% pour les collaborateurs. La mise en place de dispositifs de prévention sur la santé mentale. Bon, après, l'année dernière, la santé mentale, ça a été reconduit cette année comme cause nationale. Donc, forcément, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place sur ce sujet-là. Donc, 39% côté employeur et 28% donc, côté collaborateur. La mise en place de dispositifs sur la prévention de la santé physique, même si on en parle moins, la santé physique, c'est quand même extrêmement important, que ce soit le sommeil, l'activité physique, etc. On est sur du 37%, donc quand même en troisième position, et 32% pour les collaborateurs. Pour le coup, c'est un impact plus important. L'amélioration des conditions de travail,
matériel. Donc là, 33% pour les DRH et 28% pour les collaborateurs. Et le dialogue social et participation des salariés. Donc, il y a effectivement pas mal d'ateliers qui sont mis en place, de sensibilisation, de webinaires, etc. Et donc, 30% pour les DRH et 25% pour les salariés. Donc, ça permet de voir, bon, il n'y a pas beaucoup d'écart quand même, bon, à part sur la première ligne, mais entre la vision des DRH et des collaborateurs, ce qui est plutôt effectivement pas mal, parce que ça veut dire que quand l'employeur met en place des actions, qu'il y a le même ressenti côté collaborateur. Après, il y a des choses parfois qui sont plus conceptuelles et plus difficiles à appréhender de la part des collaborateurs, et parfois la communication n'est pas toujours bien faite. C'est pour ça que la santé mentale passe vraiment en priorité, et la santé physique, c'est peut-être plus simple à comprendre aussi pour les collaborateurs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une part assez importante qui représente 32% pour les collaborateurs. Selon vous, donc, la manière dont l'entreprise, donc l'organisation gère la QVCT est-elle en adéquation avec les enjeux et les défis actuels? Alors ça, c'est quand même très important parce que si on met en place des actions et que derrière, il n'y a pas d'effet en interne ou que ça ne correspond pas à une stratégie globale ou à des besoins réels au sein de l'organisation, on fait fausse route. Alors, ce qui est plutôt globalement intéressant, c'est qu'on est sur du 77% côté employeur et 63% côté collaborateur. Donc, ça veut dire que ce qui est mis en place dans les organisations correspond donc à la stratégie et aux besoins qu'il y a effectivement dans l'organisation. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est qu'on ne fait pas de la QVCT pour se faire plaisir, mais on fait de la QVCT avec des actions qui sont effectivement reconnues par les collaborateurs. Selon vous, donc, la politique QVCT de votre entreprise ou de votre organisation répond-elle aux attentes des collaborateurs? Donc là, côté DRH, 68% normal, puisque c'est eux qui les initient. Donc, heureusement qu'effectivement, ils sont convaincus de ça. Donc, ça peut être des DRH, mais ça peut être des IPRP, ça peut être effectivement le pôle, ça peut être les médecins du travail. Bon, dans ces domaines-là, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans l'entreprise. Hein. Donc, selon comment est fait la communication en interne et comment tout ça est organisé, normalement, on doit être sur effectivement un taux assez important. Donc, on est sur du 68%, mais 32% quand même qui répondent partiellement ou pas du tout. Donc, il y a encore une grande marge de manœuvre sur l'adéquation entre l'offre de l'employeur et des collaborateurs. Et donc, et les collaborateurs sont plutôt d'accord à 54%, mais il y a quand même un effort de communication à faire puisqu'on voit qu'il y a quand même 46% des collaborateurs qui considèrent que l'offre n'est pas forcément en adéquation avec leurs besoins. Donc, peut-être plus communiquer, peut-être plus prendre en compte les attentes des collaborateurs en faisant des groupes de travail, en faisant des autodiagnostics, etc., pour pouvoir remonter les réels besoins des collaborateurs pour que la stratégie soit vraiment en adéquation avec les attentes des collaborateurs sur le terrain et pas faire des actions pour se faire plaisir ou parce que c'est à la mode. C'est vraiment très important de prendre le pouls en interne et de pouvoir avoir une grande adhésion des collaborateurs et de faire des actions qui correspondent à leurs besoins. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif chez nous. À qui les actions de sensibilisation, de formation, de prévention en matière de QVCT sont-elles principalement destinées dans votre organisation? Donc là, à l'ensemble des collaborateurs, 55%. Les équipes RH, 33%, bon, c'est quand même assez évident puisque comme c'est eux qui doivent piloter la QVCT dans l'entreprise, c'est quand même important de les monter en compétences et qu'ils connaissent de quoi on doit effectivement parler, donc de quoi il s'agit. Les managers de proximité, 28%, malheureusement, ils ne sont pas assez intégrés dans les politiques QVCT et on le verra après, donc c'est pas principalement par rapport à la charge de travail, mais c'est quand même très important qu'ils puissent être encore plus impliqués dans les dispositifs de QVCT pour que derrière, ils puissent vous faire redescendre l'information et vous faire connaître les ressources qui sont effectivement mises à disposition par l'entreprise pour que vous puissiez bénéficier des différents dispositifs. Les cadres dirigeants, 26%, les membres du CSE, 25%. Là aussi, il y a un effort de communication à faire avec les élus pour qu'ils soient plus intégrés dans les dispositifs. Et puis les référents, donc RPS, donc 13%. Et les autres publics, 2%. Et quels sont, selon vous, donc, les principaux freins pour que la QVT et les conditions de travail soient un enjeu transverse? Donc, la charge de travail. On sait qu'il y a un taux d'absentéisme en France qui est quand même très élevé. Du coup, il y a moins de collaborateurs et du coup, on a une charge de travail qui est beaucoup plus importante qu'avant. Hein, depuis la Covid, on se rend compte que depuis la crise sanitaire, on a une charge de travail qui a énormément augmenté.
une charge cognitive aussi qui a fortement augmenté. Et donc, du coup, il y a moins de bandes passantes pour se faire du bien et puis faire de la QVCT et en tout cas accéder à des formations ou à des webinaires, même si l'entreprise parfois propose des choses intéressantes, soit sur les contenus, soit sur la durée des contenus, soit voilà, qui ne correspondent pas forcément à la bande passante par rapport à la charge de travail. Donc là, on est quand même sur du 39%. La non-priorisation du sujet par la direction. Les difficultés à mobiliser les managers ou les équipes, toujours par rapport à la force de travail, ou parfois un manque de communication aussi. Hein. Donc ça, on le remarque beaucoup avec Paulina, que parfois il y a une mauvaise communication ou pas de communication. Il y a plein de choses qui existent, mais c'est mal communiqué ou pas communiqué, carrément. Donc c'est dommage de dépenser de l'argent et de ne pas faire profiter des différents dispositifs donc, aux collaborateurs. Le manque de ressources humaines donc, ou financières. Donc là, oui, organiser des ateliers, des formations, ça demande de la coordination, ça demande des équipes, des ressources. Ressources financières, alors parfois, les actions peuvent coûter cher aussi, mais il y a aussi des aides qui existent. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à solliciter les aides. La difficulté à choisir les enjeux principaux, parce qu'il y a effectivement beaucoup de sujets, hein, quand on parle de burn-out, quand on parle d'absentéisme, quand on parle de santé mentale, quand on parle quand on parle de turnover ou quoi que ce soit, ou de TMS, il y a beaucoup de sujets et l'entreprise ou l'organisation ne peut pas toujours aller sur tous les sujets. Donc, il faut prioriser donc, les sujets. La QVT, donc la QVCT est considérée comme un enjeu exclusivement RH et pas l'affaire de tous, 24%, c'est le sujet, en fait, c'est l'affaire de tous. Donc, clairement, il faut partager les bonnes pratiques, partager les dispositifs au sein de l'entreprise pour que tout le monde puisse partager sur ces sujets-là et de voir ce qui est mieux, effectivement, pour l'organisation. Et le manque de justification des dépenses. Et là, c'est en fait plus globalement un problème de stratégie globale parce qu'on se rend compte avec Paulina que quand on met en place une stratégie globale sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a un ROI qui est mis en place. L'entreprise fait aussi de fortes économies par rapport effectivement à la baisse de l'absentéisme ou la baisse des RPS ou du turnover ou des burn-out. Et donc, il y a un ROI qui est très important, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas assez pris en compte parce que ce sujet n'est pas assez stratégique au sein des organisations et souvent, ce sont des actions qui sont mises en place par-ci, par-là en fonction des opportunités et ce n'est pas toujours réfléchi avec une vraie stratégie dans ce sens-là. Donc globalement, pour finaliser donc, sur effectivement ce que je viens de vous expliquer, on voit qu'il y a un décalage donc, de perception entre les RH et les salariés sur certains sujets, des enjeux de lisibilité et d'appropriation des actions menées, parce que pas de communication ou mauvaise communication, ou voilà, en tout cas on peut renforcer la communication sur ces sujets-là, une efficacité jugée relativement mitigée selon les sujets, et du fait d'une approche donc, qui peine à s'intégrer dans le pilotage de la performance managériale globale de l'entreprise, et donc avec seulement donc, 29% des actions qui portent sur la culture managériale et les pratiques de management. Ça fait moins d'un tiers des RH interrogés mettent en place donc, de la formation pour les managers, donc ça on le verra juste après l'intervention de Paulina, pour accompagner les questions de RPS et de santé mentale dans les équipes. Et seulement 13% de la QVCT est principalement une démarche de performance globale. Et donc là, clairement, il y a un énorme effort sur les années à venir, sur la mise en place d'une vraie stratégie sur ces sujets-là, et puis pour pouvoir, hormis effectivement faire plaisir aux collaborateurs, bien évidemment, mais avec une stratégie pensée et construite avec les collaborateurs, on peut vraiment avoir des ROI vraiment très intéressants, et nous, on le voit depuis des années avec Paulina. Donc voilà, pour cette première partie, je vais laisser donc Paulina présenter maintenant la suite, hein, et je reprendrai le relais sur la partie manager. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on est là pour y répondre. Merci beaucoup Marjorie. Donc effectivement, l'objectif de cette étude était déjà de mieux comprendre est-ce que nous, nos conclusions, les limites que nous, on observe sur le terrain correspondent à des tendances générales en France, et effectivement, nombreuses limites que nous constatons dans le cadre de nos interventions, de nos accompagnements, on les retrouve effectivement dans les chiffres, ce qui effectivement guide aujourd'hui notre action en tant que cabinet en santé et sécurité au travail. Peut-être avant de parler des limites qu'on constate, il est important de rappeler la définition, en tout cas
C'est ça la définition de la QVCT. Donc, selon l'ANAC, donc on parle avant tout d'une démarche, et on est complètement d'accord avec cette vision-là. Qui dit démarche dit ambition. Donc, la démarche, sa mise en place est justifiée par les ambitions, les enjeux auxquels on souhaite répondre. Et c'est quelque chose que très souvent on oublie lorsqu'on met en place les actions qui visent l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc, l'absence de discussion en interne au sein des entreprises, des structures, des établissements sur pourquoi on met en place les actions. Donc, selon l'ANACT, et c'est aussi la vision qu'on partage, l'objectif avant tout, c'est d'améliorer la performance globale, donc individuelle et collective, tout en améliorant les conditions de travail. Et on sait aujourd'hui qu'un euro investi dans l'amélioration des conditions de travail génère un retour sur cet investissement qui peut être jusqu'à 10 fois supérieur. Donc, il y a quand même ce besoin d'articulation entre la santé et la performance. Et très souvent, c'est un sujet qui n'est pas discuté. Une autre ambition importante, c'est de mettre en place une démarche basée sur l'expression des équipes, l'expression des collaborateurs sur leur perception du travail bien fait et de leurs conditions de travail. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, c'est aussi quelque chose qu'on constate sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, les démarches QVCT en France, elles manquent en fait de cet aspect participatif, consultatif, de co-construction. Donc, on a vu tout à l'heure dans les chiffres la perception de participation, du dialogue avec les équipes. Cette perception varie beaucoup entre les décideurs, les ressources humaines et les salariés. Donc, les salariés manifestent un besoin plus important de s'exprimer, de partager leur vécu, leurs attentes, etc. Bien évidemment, il y a des sujets, lorsqu'on parle de la QVCT, pendant une dizaine d'années, c'était des sujets assez périphériques, c'était des sujets qui ne concernaient pas réellement les conditions de travail. Donc aujourd'hui, la question, c'est de se reconcentrer sur le principal, c'est-à-dire le travail bien fait et les conditions dans lesquelles on le fait. Et bien évidemment, qui dit démarche dit méthode. Et ce que nous, on constate, c'est qu'aujourd'hui, on peut manquer de méthode lorsqu'on se lance dans la démarche QVCT. Que ça soit en termes de diagnostic, de choix des thématiques, de la mise en place des expérimentations, etc. Voilà, les entreprises, les structures qui avancent un tout petit peu à l'aveugle. Donc, pour que la démarche QVCT soit réellement efficace, il faut quand même se questionner sur ces trois dimensions. Donc, parmi les limites que je vous ai déjà rapidement listées, donc la première, ce qu'on observe, c'est que la démarche, très souvent, elle n'est pas portée par la direction. Donc, il n'y a pas de portage en interne. Souvent, c'est porté par la direction des ressources humaines qui peut manquer de moyens, ce qui amène très vite le décalage entre les ambitions annoncées par les ressources humaines, les moyens réels et ce qui se passe derrière sur le terrain, ce qui amène effectivement de la perte de confiance, voilà, des désillusions par rapport à cette démarche. Donc, nous, pour toute démarche, on préconise bien évidemment commencer par un engagement clair de la direction, des décideurs, d'avoir le sponsoring interne. Ce qui garantit que la démarche ne va pas s'essouffler, ne va pas générer de la frustration. N'hésitez pas à couper vos micros, tout le monde sauf moi. Ça nous évitera des échos. Deuxième limite qu'on observe très souvent, c'est le problème de méthode, je dirais, mais aussi de la vision globale de la démarche. Donc, la démarche QVCT, c'est une démarche participative consultative. Donc, elle part des constats de terrain, des besoins de terrain et des échanges avec le terrain. Donc, ce qu'on voit très souvent, c'est que les décisions sont prises par les ressources humaines, parfois par la direction, etc., sans réellement associer les collaborateurs, ce qui donne des actions dites de la QVCT qui ne répondent pas aux besoins. Les personnes, ils ont
soif, on leur donne à manger. Donc, parfois, c'est des actions qui ne correspondent pas aux besoins. Parfois, c'est des actions périphériques ou des actions one-shot. Donc, nous, on préconise bien évidemment de réaliser un diagnostic basé sur le travail réel, sur l'expression des équipes sur leur travail et leur poste de travail pour pouvoir identifier les sujets, les thématiques sur lesquels ils sont traités en priorité. Troisième limite fréquemment observée, c'est effectivement l'absence de suivi. C'est quelque chose qui a été démontré aussi par les chiffres au niveau du Coût national via notre étude. Les démarches qui ne sont pas suivies, qui s'éparpillent, on n'arrive pas vraiment à évaluer l'efficacité premièrement des actions, on n'arrive pas à ancrer les bonnes pratiques, les actions qui ont fonctionné, on n'arrive pas à les ancrer dans le quotidien. Et donc, nous, ce qu'on préconise, bien évidemment, c'est le pilotage fort de la démarche avec le comité de pilotage, le comité QVCT, qui s'occupe de ce travail pour pouvoir justement voir si on va dans le bon point, si on s'attaque à toutes les problématiques qui aujourd'hui sont prioritaires. Est-ce que les actions qu'on propose face à ces problématiques sont efficaces ou pas? C'est normal de parfois se tromper dans les actions, de proposer des choses qui peut-être ne donnent pas 100% de satisfaction, etc. Donc, l'idée, c'est aussi pouvoir évaluer les actions et se dire que c'est une démarche d'amélioration continue, que ce n'est pas avec les premières actions, la première année, qu'on va résoudre tous les problèmes, c'est un apprentissage continu. Ce qu'on observe souvent et ce qu'on a vu aussi dans les chiffres, c'est que souvent les acteurs internes manquent de méthodologie, manquent de formation, que ce soit les ressources humaines, mais aussi les managers. Donc, l'idée, c'est quand même pouvoir partager un cadre méthodologique global avec tout le monde et pouvoir former les différentes populations, en fait, que ça ne reste pas, encore une fois, une affaire de ressources humaines uniquement. Bon, la priorisation des axes de travail, on en a parlé déjà. Encore une fois, très souvent, les collaborateurs, donc on l'a vu dans les chiffres, il y a un décalage entre les collaborateurs et les RH en termes de perception, en termes de satisfaction des actions mises en place. Donc, les collaborateurs sont un peu plus critiques concernant les actions qui sont jugées comme prioritaires par les décideurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prioriser collectivement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 2026, fait enjeu pour nous? Quels sont les chantiers de court, moyen, long terme? Et pouvoir, du coup, avancer de manière logique ensemble. Et donc, face à ça, nous, on propose évidemment une démarche qui est plus structurée, qui commence par le cadrage et le sponsoring. Pour cela, on trouve extrêmement important tout d'abord de sensibiliser, voire de former les décideurs, les CODIR, les COMEX, les directions pour se mettre d'accord dès le début, la QVCT, de quoi on parle réellement. On ne parle pas des moments festifs, on ne parle pas des peut-être voilà, des sujets un peu périphériques. Souvent, il y a l'écologie, les questions de la RSE qui se griffent à ce sujet-là. De quoi on parle? Quelles sont nos ambitions? Quels enjeux on veut répondre par cette démarche? Et pouvoir, encore une fois, inscrire tout ça dans la charte, dans la feuille de route, etc., pour cadrer la démarche et éviter qu'elle s'essouffle avec le temps. Donc, le comité de pilotage qui joue un rôle extrêmement important, le comité du pilotage représentatif, puisque, encore une fois, la démarche QVCT, c'est une occasion, encore une fois, de renforcer le dialogue social, d'associer les équipes, de discuter collectivement du travail. Et donc, pour cela, le comité de pilotage, il doit être représentatif, il doit être formé, il doit pouvoir mettre en place à son niveau des diagnostics, des focus group, de pouvoir analyser les différentes thématiques, etc. Et donc, nous, on propose encore une fois les formations à destination des membres de ces instances et on propose aussi le cadrage méthodologique par la création, encore une fois, des feuilles de route, des chartes de fonctionnement, etc. On a parlé longuement de la communication. Souvent, effectivement, c'est un sujet qui pose problème. Soit on ne communique pas assez sur la démarche en tant que telle, soit on communique, mais on communique trop et c'est pas quelque chose qui n'est pas, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas clair.
Donc, les collaborateurs ont souvent du mal à se positionner sur l'offre QVCT ou SST au sein de leur structure. Donc, effectivement, nous, notre approche, c'est l'approche de communication, de discussion. Donc, certes, il faut communiquer, donner de la visibilité sur ce qui est fait, sur les étapes, etc. Mais aussi, il faut donner la parole. Il faut communiquer, il faut aussi écouter. Et donc, notre démarche, elle allie ces deux aspects. Sur la partie écouter les équipes, écouter les collaborateurs, écouter le terrain. Donc, on propose des diagnostics quantitatifs par questionnaire et qualitatifs pour pouvoir échanger sur le travail, détecter des besoins et pouvoir prioriser les actions derrière. Bon, évidemment, on ne peut que vous préconiser de travailler de manière collégiale sur la feuille de route et le plan de prévention, être réaliste, tout en restant quand même, tout en restant volontaire, mais quand même pouvoir séquencer les actions, pouvoir les prioriser, pouvoir quand même partir de qu'est-ce qui est réellement faisable pour ne pas aller dans des choses, voilà, des promesses qu'on ne va pas pouvoir tenir, mais d'avancer quand même pas à pas. Évidemment, ça, il y a une partie expérimentation, c'est une étape qui est souvent un peu oubliée. On se met d'accord sur des actions, c'est des actions one-shot. On ne se dit pas qu'on va les généraliser par la suite, ou bien on lance des actions et on les installe tout de suite. Donc, il n'y a pas de cette étape d'expérimentation, de déploiement qui est progressif. On regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On teste sur des périmètres qui peuvent être restreints. On fait un rétexte, etc. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui manque. Et dans tout ça, il y a la coordination managériale qui est très importante. Donc, les managers, un tout petit peu les oubliés, pour ne pas dire les grands oubliés de la démarche QVCT, qui souvent apprennent les actions qui visent leurs équipes, qui s'adressent à leurs équipes en même temps que les équipes, et donc qui n'ont pas un rôle particulier à jouer aujourd'hui. Donc, nous, on pense qu'effectivement, les managers, c'est des préventeurs pour leurs équipes. Ils ont un rôle très important et il faut les associer. Et donc, on termine par toujours l'évaluation, comme je vous ai déjà expliqué, et puis la pérennisation. Pouvoir ancrer dans le quotidien, dans les pratiques, ce qui a fonctionné, pérenniser les pratiques qui ont donné satisfaction, pouvoir réajuster des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est normal, tout ne peut pas fonctionner d'un coup, et donner de la visibilité dans la durée. Encore une fois, c'est extrêmement important, sinon la démarche, elle peut très vite s'essouffler. Donc, petit résumé de ces différentes étapes, du cadrage avec la direction, les comètes, le CODIR, etc., jusqu'à la pérennisation, donc dans la démarche d'amélioration continue. C'est en tout cas aujourd'hui la démarche qu'on vous préconise pour mettre en place une vraie démarche QVCT. Et je passe la parole à Marjorie pour vous parler du rôle assez particulier des managers. Merci beaucoup, Paulina, pour ton intervention. Du coup, bon, il va y avoir quelques petites redites, mais c'est vrai que les managers sont vraiment les personnes clés dans l'entreprise, dans l'organisation, pour pouvoir que tout ça fonctionne bien, parce que mettre en place des stratégies avec la direction, c'est bien. De pouvoir avoir des actions, si on ne communique pas ou si on communique mal, bon, c'est clair qu'on aura peu de personnes embarquées, mais les vrais relais dans l'entreprise sont effectivement les managers, les chefs d'équipe. Et donc, ça a été un peu les grands oubliés depuis. Alors, on disait qu'il y avait des DRH qui avaient été oubliés pendant la crise sanitaire parce qu'on leur a demandé plein de choses et ils n'avaient pas forcément ni le temps, ni parfois toutes les compétences pour pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs, donc pour mettre en place des process, des formations ou autres à distance. Et les managers, malheureusement, on les a effectivement énormément sollicités. Et du coup, on les a pas forcément outillés. Donc, plusieurs constats. Il y a la souffrance managériale, mais plus seulement liée à la pression du poste. Elle vient donc d'un écart croissant entre ce qu'on demande aux managers et ce qu'on leur donne réellement pour agir.
Donc, clairement, aujourd'hui, on demande de manager toutes les équipes principalement à distance. Il y a de plus en plus de télétravail. Donc, tout le monde n'a pas les clés pour pouvoir manager à distance. Ce n'est pas forcément simple. Tout le monde ne sait pas le faire. On a eu l'habitude pendant très longtemps de manager ces équipes sur site, d'avoir tout le monde à disposition, d'aller voir les uns, les autres, de partager, d'échanger, de communiquer, d'avoir des petits temps informels près de la machine à café ou des micro-réunions, etc. Et là, maintenant, il faut redéfinir les choses depuis la crise sanitaire pour faire de plus en plus de choses à distance. Quelles sont les actions qu'on va faire sur site? Quelles sont les actions qu'on va faire à distance? Comment on va manager les équipes? Comment on va faire des points avec les équipes individuellement, donc collectivement, etc. Donc, il y a un gros manque de formation des managers pour pouvoir effectivement appréhender le management à notre époque. Donc, et c'est vrai que c'est important de pouvoir former et puis outiller les managers pour qu'ils puissent vraiment pleinement être en capacité de mener l'ensemble de toutes leurs actions. Et il y a de moins en moins de personnes qui veulent devenir manager parce que effectivement, alors on ne va pas parler de salaire, mais c'est vrai que le poste est beaucoup moins séduisant qu'avant parce que on demande beaucoup aux managers. Et derrière, il n'y a pas forcément soit la bande passante, soit les formations, soit les outils qui vont avec. Et donc, pour bien prendre en charge un poste quel qu'il soit, que ce soit un manager ou autre, il faut avoir effectivement tous les outils et le temps pour pouvoir, et la bande passante pour pouvoir mettre en place des actions efficaces. Les managers sont aujourd'hui placés donc, dans des positions paradoxales où ils doivent prévenir les risques psychosociaux, soutenir les équipes, absorber les transformations, maintenir la performance tout en étant eux-mêmes exposés au stress, à la surcharge de travail et à l'isolement. Et puis, veiller à ce que les collaborateurs, effectivement, soient en stress ou pas, il faut être formé, parce que si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas le voir et vous ne pouvez pas le détecter. Donc, du coup, d'accompagner ces équipes si on n'est pas nous-mêmes formés. Donc, c'est pour ça qu'on propose avec Paulina de former des référents sur les risques psychosociaux, plus largement des référents sur la QVCT et ensuite sur des micro-sujets complémentaires pour qu'ils puissent avoir effectivement une boîte à outils qu'on co-construit avec eux et qui, derrière, leur permettent de pouvoir voir s'il y a des RPS dans l'entreprise, dans leurs équipes, pouvoir connaître quelles sont les ressources dans l'organisation, quels sont les différents référents sur les différents sites et les différents profils pour qu'on puisse adresser les collaborateurs vers les bonnes personnes, que ce soit des référents, que ce soit le médecin du travail, que ce soit les élus, etc. Mais si vous n'avez pas la connaissance et si les gens ne sont pas formés en interne, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs études qui sont sorties, donc on vous a mis quelques chiffres de l'APEC et Le Monde, avec donc l'APEC qui montre que les managers sont très attendus sur la santé mentale, avec 80, puisque c'est la cause nationale depuis 2 ans, ça a été renouvelé cette année, avec 93% estiment que prévenir les problèmes de santé mentale dans leurs équipes relève de leur rôle, et 87% pensent devoir donc aider les collaborateurs donc, à gérer ces difficultés, mais se déclarent souvent démunis. 65% trouvent difficile de détecter les problèmes de santé mentale et 69% trouvent difficile de trouver des solutions adaptées. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de connaissance des différents outils, c'est effectivement compliqué d'aider ses propres études, ses propres équipes. Le Monde donc, s'appuie sur une enquête de la Ségos publiée en 2025 qui met en évidence une crise d'attractivité de la fonction managériale en France. 56% des responsables des ressources humaines déclarent que les collaborateurs identifiés refusent de devenir manager, donc 36% contre 36% au niveau international. C'est effectivement ce que je vous disais précédemment. Par rapport à ce qu'on propose, effectivement, les managers figurent parmi les populations particulièrement touchées. C'est quand même les plus touchés dans l'entreprise. L'écocité inclut donc les exigences du travail et donc le management, les rapports sociaux, la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Si on veut tout faire rentrer dans cette heure, ce n'est pas forcément simple et surtout si on n'a pas les bons outils. Les causes principales, c'est le manager tampon. Il reçoit des injonctions de la direction et des difficultés du terrain qu'il doit traduire, absorber, apaiser, expliquer et parfois donc sans pouvoir décider parce qu'on n'a pas toujours donc les pouvoirs en interne. La deuxième cause, c'est le manque de moyens réels, comme je vous le disais.
Troisième cause, donc c'est un défaut de formation, toujours. On revient sur les mêmes éléments comme on a vu avec Paulina. Sans formation et sans outils, c'est compliqué d'apporter de l'aide à ses propres collaborateurs, parce qu'il faut avoir une bonne lecture des problématiques. L'isolement, parce que manager à distance, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas forcément simple. Et puis, avant, les managers se retrouvaient entre pairs, donc au sein de l'organisation, ils pouvaient se voir, ils pouvaient communiquer, ils pouvaient échanger. Aujourd'hui, nous, on essaye de mettre en avant de plus en plus de l'analyse des pratiques professionnelles entre pairs pour qu'ils puissent échanger, qu'on puisse favoriser effectivement tous ces échanges et voir comment les autres managers managent et puis que ça puisse nous apporter des tips et puis des idées pour pouvoir mieux manager et être moins en souffrance par rapport à ses propres équipes. Et donc, une prévention encore trop réactive. Malheureusement, effectivement, quand on nous sollicite, et ça, on le constate tous les jours, c'est parce qu'il y a un problème et malheureusement, il n'y a pas assez de prévention. Donc, OpinionWay montre un écart de perception important entre le salarié et les RH dans les actions de prévention. Les salariés évaluent donc le niveau des actions RPS à 4,9 sur 10 contre 6,5 sur 10 côté RH. Donc, on serait heureuse de pouvoir effectivement faire beaucoup plus de prévention en amont pour informer les salariés et former les salariés sur les différents sujets plutôt que de réagir dès qu'il y a effectivement soit des accidents, soit de l'absentéisme, soit des conflits importants ou du harcèlement ou autre. Ça serait effectivement beaucoup plus confortable pour tout le monde. C'est pour ça qu'on propose de faire des formations de référence. C'est pour ça qu'on propose de former à la médiation. C'est pour ça qu'on propose tous ces outils pour donner les clés à l'entreprise ou à l'organisation pour faire face à tous ces sujets. Donc, ce qu'on propose, bien évidemment, dans un premier temps, c'est effectivement de former les managers au travail réel, de donner des marges de manœuvre plus importantes parce qu'on ne peut pas demander au manager un certain nombre de choses par rapport à ses équipes. Si on ne lui donne pas la bonne passante et si la charge de travail est beaucoup trop élevée, malheureusement, il ne pourra pas mettre en place les outils qu'on lui demande ou les objectifs qu'on lui demande. Mettre en place des espaces de régulation entre pairs, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est vraiment très important parce que comme on se voit moins, de pouvoir échanger avec les autres managers dans l'entreprise ou dans l'organisation, ça permet de se conforter, ça permet d'avoir des idées aussi d'amélioration sur tel ou tel sujet ou telle problématique rencontrée dans les équipes. Il y a le coaching aussi individuel qui peut être intéressant et collectif, donc pour pouvoir monter en compétence sur certains sujets en parallèle de la formation et des outils qui sont mis en place et réintégrer la charge managériale dans la charge de travail. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si on a des objectifs très précis par rapport au manager dans l'organisation, il faut pouvoir avoir un temps dédié, ça peut être 10, 15, 20, 30% sur sa charge de travail, sur sa semaine, pour qu'il puisse consacrer du temps. Donc, c'est sur ces sujets-là. Donc, c'est les principaux, les principaux éléments qu'on voulait vous donner. Donc, à la fois les résultats de quelques questions, réponses sur l'enquête qu'on a menée avec OpinionWay. Si vous souhaitez avoir l'enquête globale, n'hésitez pas, on pourra vous la fournir. Des éclairages côté effectivement Paulina sur la QVCT et comment chez Preventec Consulting on mène la QVCT. De façon dans son entièreté pour avoir des résultats, parce que mettre en place des actions de QVCT ponctuelles à droite à gauche, ça nous intéresse moins forcément. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir des résultats dans les organisations. Et puis les points les plus importants effectivement qu'on a pu relever par rapport aux managers et les solutions qu'on peut vous proposer. Est-ce que vous avez des questions? Hormis, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je crois que Paulina a répondu à certaines questions, moi aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Parce que dans 2 minutes, notre chat s'arrête. Donc, si vous avez d'autres questions, prenez le micro et n'hésitez pas à nous les poser. On est là pour ça. Effectivement, il y avait une petite question très intéressante d'Anthony sur les risques psychosociaux et la QVCT. Comment peut-être arrêter de parler des RPS tout le temps et de recentrer un tout petit peu les échanges sur la QVCT. Encore une fois, pour moi, je pense que en parlant de la QVCT, avant tout, on parle du travail qui donne satisfaction, dont on est fier, le travail qu'on peut faire dans des conditions propice à la santé, à la satisfaction, à la santé mentale, etc., aux relations positives avec des collègues, avec l'entourage.
je pense que c'est de ça dont il est question et c'est comme ça qu'on peut amener le vrai travail de fond sur la QVCT. Et très souvent, ça donne encore une fois, des réflexions, des focus group sur les procédures, sur les méthodes, sur le travail de demain, comment on s'imagine dans 1 an, dans 2 ans. Ça nous permet de questionner les modalités de coopération, des modalités de prise de décision, etc. au sein des structures. Et là, on est clairement dedans. Et du coup, ça nous permet d'abandonner un tout petit peu la notion du risque, d'évaluer les risques et chercher à réduire les risques, mais plutôt d'avoir une posture un peu plus proactive, on va dire, pour changer les situations de travail, les modalités de collaboration, de coopération, etc., pour les améliorer. François, ce qui pose une question intéressante aussi sur effectivement la formation des directions, inclut-elle donc ces études et les intégrations au modèle économique de l'organisation. Après, on se cale à chaque organisation. On a effectivement, depuis 22 ans, créé une multitude d'outils qui nous permettent de répondre effectivement à peu près à toutes les organisations et tous les modèles, tous secteurs d'activité, parce qu'on travaille dans 25 secteurs d'activité. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis la crise sanitaire, la bande passante pour les organisations est de plus en plus faible. Donc, du coup, on a redéfini tous nos dispositifs par rapport à ça, en mettant du fast coaching, du fast co-développement. Donc, voilà, c'est des sessions qui sont moins longues, qui sont plus courtes, qui sont plus dynamiques. Peut-être, voilà. Donc, après, on accorde, c'est un peu le système de l'accordéon, hein, en fonction de la bande passante des organisations avec lesquelles on travaille. Il y a plus ou moins d'absentéisme, plus ou moins de managers, plus ou moins parfois de DRH ou de RH. Donc voilà, il y a de moins en moins de pilotes dans l'avion. Donc on essaye de composer avec tout ça et de vous proposer en tout cas la meilleure organisation possible en fonction de la bande passante qui vous reste. On sait qu'elle est très peu large, cette bande passante. J'ai discuté avec une DRH ce matin qui veut mettre en place des études de poste dans plusieurs établissements dans l'ESS et elle me disait oui, les dates, tout ça, c'est bien. Tout ce que vous nous demandez, analyser, c'est bien. Mais derrière, voilà, on n'a pas beaucoup de bandes passantes. Donc, nous, on forme nos consultants à être de plus en plus agiles et de pouvoir se débrouiller aussi en fonction de l'organisation sur place et votre bande passante pour qu'on puisse quand même mettre en place des choses, que ça puisse vous servir et puis on co-construit ensemble au fil du temps. Donc, j'espère, Françoise, que j'ai répondu à votre question, mais on a l'habitude, effectivement, qu'il y ait peu de temps. Et donc, on s'organise par rapport à ça, mais il y a beaucoup de dispositifs qui existent maintenant, entre les e-learning, les coachings, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Donc, ce qu'il faut, c'est connaître ce qui existe et mettre en place une vraie stratégie avec les bons outils. Alors, si vous le voulez bien, comme on co-anime dans le cadre effectivement de la semaine de la QVCT pour la MGN, donc notre partenaire, donc ce webinaire, si vous pouvez répondre au questionnaire de satisfaction en scannant ce QR code, ce serait très gentil. On vous remercie tous beaucoup. Il est 12h47, on a dépassé de 2 minutes. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas. En tout cas, les ressources seront disponibles, je crois, pendant 5 semaines. La direction de la prévention, de toute façon, pourra vous répondre. Mais vous aurez accès donc à l'enquête OpinionWay et à ce webinaire effectivement avec les slides. Comme vous l'avez demandé dans le fil, il n'y a aucun problème. Et n'hésitez pas, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin est et d'aller sur le site preventec.net. Merci beaucoup à tous pour votre attention et puis belle journée ensoleillée.